Salut à tous, ici Enzo de la Relève Basket et bienvenue dans ce premier épisode d'un tout nouveau format sur la chaîne, c'est un rookie, une action. Alors le but de ce format c'est assez simple, c'est découvrir le point fort de 4 rookies, ce qui fait qu'ils sont différents des autres, qu'est-ce que ces jeunes joueurs vont pouvoir apporter de spécial dans la grande ligue. Et pour ça, j'ai isolé une, deux, voire même 3 possessions chacun, donc ouais j'ai un peu menti dans le titre. Et on va regarder tout ça, le détailler, l'analyser, essayer de comprendre. Et si tout se passe bien, ça donnera peut-être envie à certains d'entre vous d'en apprendre un peu plus sur les joueurs en question et de pousser les recherches à leur sujet. C'est donc parti pour le premier épisode et si le concept vous plaît, envoyez un maximum de force dans les commentaires en vous abonnant et en likant. Et c'est parti tout de suite avec Egor Demin. Et on démarre donc avec mon chouchou ultime de cette draft 2025, le russe Egor Demin, drafté en 8ème position par les Nets de Brooklyn. J'ai toujours eu un faible pour les grands porteurs de balles, pas très athlétiques, un peu lents comme Franz Wagner, et Demin rentre dans cette case-là. Il a une particularité cependant, c'est son passing. C'est un porteur de balles ultra complet, capable d'atteindre toutes les zones du parquet. Et avant de voir ça en image, on va faire un petit tour rapide sur son profil en chiffres. C'est un meneur ailier, j'ai mis les deux postes, parce que c'est un porteur de balle sans doute principal, sans doute primaire, surtout dans une équipe de Brooklyn qui ne jouera pas grand-chose. Mais il ne peut pas défendre sur les meneurs. Il est très grand, comme on peut le voir, 2m04, 2m06, ça dépend les sources. Grosse envergure aussi, comme on peut le voir, 2m13. Et ce qui fait que quand on rajoute à ça sa lenteur, ça n'aide pas à défendre sur des profils plus petits. Donc voilà, c'est un meneur offensivement et sans doute un joueur qui va défendre sur des postes 2, 3, voire 4 en NBA si c'est des 4 pas très athlétiques. Saison universitaire à BYU, qu'est-ce que ça a donné en chiffres ? Eh bien là on l'a tout en bas le petit graphique. On a des chiffres de scoring qui sont vraiment pas très glorieux, voire même inquiétants, surtout pour un poste 1. On le voit, 27% à 3 points sur un peu moins de 5 tentatives, et surtout moins de 70% en lancer franc, qui est d'habitude un indicateur assez clair et net pour déterminer si un joueur peut devenir un très bon shooter ou pas. Et 69% c'est vraiment très mauvais. Alors l'échantillon reste petit puisqu'on est sur du 33 matchs et 2,5 tirs par match. Après, est-ce qu'on est en mesure de croire en son shoot ? Est-ce qu'on peut imaginer que sa saison universitaire soit radicalement en dessous de son réel niveau ? Alors sûrement un peu, en tout cas je l'espère pour lui parce que sinon son passage en NBA risque d'être un peu plus court que prévu. Mais ça m'étonnerait qu'à la longue Egor Demin devienne un formidable scoreur. Et la passe, justement, on y vient, c'est son principal point fort. Ce qui va le différencier des autres en NBA, et on va voir ça tout de suite. Première possession ici avec BYU en blanc, Egor Demin numéro 3, le porteur de balle. Je m'excuse déjà pour la qualité des images, on est sur du basket universitaire, les images sont pas forcément faciles à trouver, donc j'ai fait de mon mieux, mais voilà, en termes de qualité, c'est ce que j'ai pu avoir de mieux. Et pour en revenir à Egor Demin, sa principale force, c'est sa taille. Un porteur de balle avec une grande qualité de passe et une grande taille, ça peut rappeler un certain Luka Doncic. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec ici. Hop, la passe, magnifique passe dans le corner opposé avec un geste, un retournement d'épaule du poignet qui rappelle forcément Jokic ou Doncic, les deux joueurs qui sont assez réputés pour avoir un poignet fou. Même que Tyrese Haliburton qui est capable de faire ce genre de passe. Mais là c'est vraiment impressionnant de pouvoir passer au-dessus de la défense comme ça, avec un mouvement de bras absolument phénoménal. Et sa taille forcément, elle aide dans ce genre de situation. Ici on le voit, le défenseur qui est venu en edge, donc qui est monté au niveau de l'écran afin de le ralentir, parce qu'on sait qu'il n'a pas les capacités pour accélérer, pour le dépasser. Alors en tant qu'à faire, autant venir au niveau de l'écran pour le faire s'arrêter. Ici il a tué son dribble, ce qui peut être problématique, sauf qu'il a derrière la vision du jeu, la taille pour passer au-dessus. Hop, on le remet ici à vitesse réelle, et hop, là il a tué son dribble. Normalement l'action doit être reset ou repartir sans avoir créé d'avantage. Et on voit donc son pivot qui va partir vers le panier.
Et Demine qui voit directement la passe. Là, elle n'est pas simple parce qu'on a le défenseur qui saute très haut, qui lui masque bien la route au panier. Et derrière la passe, elle est parfaitement réalisée en alley-oop, en l'air. Magnifique. Et un dernier extrait ici, avec cette fois-ci non pas un edge, mais bien une trappe, une prise à deux. Là, les deux défenseurs qui vont de manière très agressive monter sur Demine, qui est un petit peu comme un animal devant les phares en pleine nuit, qui recule un peu effrayé, mais il va quand même garder sa lucidité. Hop, une magnifique passe directement pour créer le panier. On va le revoir un petit peu au ralenti. Donc là, le pick and roll, hop, le blitz. Donc la prise à deux très agressive sur le pick and roll. Et là, il a plusieurs solutions. Il a à gauche, s'il se tourne, une possibilité. Mais encore une fois, voilà, il va trouver la plus rémunératrice, celle qui est plus proche du panier, la plus dangereuse. Et là, la passe, elle est vraiment compliquée parce qu'on le voit. Bon, la qualité est vraiment pas ouf, mais on voit le défenseur, là, les deux défenseurs même qui tendent leurs mains. Il est collé contre la ligne de retour en zone. Et la passe, elle arrive pile poil où il faut, pile poil au moment. Magnifique. Passons désormais à monsieur Jeremiah Fears, le meneur sélectionné juste avant Igor Demine par les Pels de Nouvelle-Orléans. Un meneur de l'université d'Oklahoma. Et ce qu'on voit directement, c'est qu'il a des mensurations plus classiques pour un meneur. Plus classique, plus historique, mais presque en menace, peut-être menacé par les grands porteurs de balles qui pullulent de plus en plus. Lui, il a vraiment un profil classique, 1m93, 92 kg, une bonne envergure quand même de 2 mètres. Mais on le voit, on va le voir sur les images. Il fait sa taille, c'est pas un meneur qui peut jouer plus grand. Et surtout quand on sait qu'il n'a que 18 ans, il va avoir ses 19 ans très bientôt, juste avant le début de la saison. On cumule quand même la petite taille, le jeune âge. Donc forcément, on doit se dire que sa qualité, elle peut être pourquoi pas dans son shoot. Eh bien non, on le voit ici, ce n'est pas un shooter. En tout cas, il sort d'une très mauvaise saison au shooting à Oklahoma, 28% à 3 points sur quand même 4 tentatives par match. Après, quand on se penche un peu plus dans les détails de ses tirs, il avait vraiment beaucoup de responsabilités. Il prenait beaucoup de pull-up, beaucoup de tirs 1, 2, voire 3 mètres derrière la ligne. Il avait un peu le feu autorisé à Oklahoma. Et après, c'est pas plus mal, hein, ça permet de le tester, de voir où sont ses limites, etc. Et voilà, donc si ce n'est pas son tir, quelle est donc sa principale qualité? Ce qui fait que Jeremiah Fears est différent, et c'est sa capacité à finir au cercle et son handle qui est tout simplement excellent. On le voit directement ici, magnifique action qui illustre bien sans doute le fait qu'il a le meilleur handle de cette cuvée de draft. Surtout quand on voit que c'est lié avec une explosivité liée à son centre de gravité aussi qui est plus bas, qui lui permet de faire des différences. Ici, il élimine son défenseur avec 2 dribbles très rapides. Derrière, il tue son dribble assez tôt pour éviter le stunt du défenseur à sa gauche. Et là, derrière, il se retrouve dans cette position-là, avec le défenseur, le protecteur de cercle qui vient devant lui. Il n'a pas le temps pour réaliser un flotteur et il va aller au contact, il va aller l'absorber très fort. Et là où certains joueurs de sa taille peuvent reculer, peuvent totalement perdre un petit peu leurs moyens, lui va réussir à exercer un shoot un peu venu nulle part, mais une finition absolument remarquable. Hop, on peut se le remettre. Donc là, le magnifique dribble, hop, l'élimination. Là derrière, la finition. Donc on voit qu'au moment où il absorbe le contact, il a le ballon sous l'aisselle carrément du défenseur. Donc il faut qu'il arrive à relever le ballon tout en restant droit, tout en restant en l'air, tout en essayant de passer entre les bras du défenseur pour ne pas se faire contrer. Du très très haut niveau. Et à nouveau au même match, ici face au même défenseur, le protecteur de cercle. Fears voit que le cercle n'est pas protégé par le pivot puisque le pivot est sur lui. Il décide alors de l'attaquer et ça il sait le faire, surtout face à un défenseur qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus lent, beaucoup moins mobile que lui. Il va passer sous le cercle pour pouvoir finir. Hop, quand on rentre dans les détails, on voit que là, hop, un petit cross léger sur la gauche, mais juste ça lui permet de créer son avantage, puisqu'il a vraiment cette rapidité, ce feu dans les jambes,
qui permet de contourner le défenseur. Derrière là, il est obligé de passer sous le cercle. On remet juste avant. Là, de passer sous le cercle, puisqu'il n'a pas réussi à créer assez de distance avec son défenseur. Et là où il pourrait décider de monter directement et avec un risque de se faire contrer, il va intelligemment passer sous le cercle, utiliser sa main gauche, sa très bonne main gauche, pour pouvoir terminer. Magnifique. Hop, on se le remet pour le kiff, la rapidité, hop, et on passe main gauche. Et enfin un dernier exemple ici, où là il va chercher très très haut sur la planche, qu'on le croit. Donc là le pick and roll, le défenseur qui est très bas, il a le temps de décider est-ce qu'il la donne à son partenaire qui est plutôt bien défendu, ou est-ce qu'il va au cercle, un cercle qui lui semble quand même ouvert, puisque le défenseur priorise vraiment le drive pour Jeremiah Fears plutôt que la passe. Il lui laisse l'accès, alors Fears va y aller. Il est obligé de tuer son dribble assez tôt parce qu'il y a le stun sur du défenseur qui est situé sur sa droite, qui va derrière lui bloquer l'accès. Donc hop, il tue son dribble et à une main, il va s'élever très haut, anticiper le contre du défenseur et surtout placer la balle très haut sur le plexi. C'est très dur, très technique, très bien réalisé. Et passons désormais au troisième joueur de cette vidéo, à notre premier Frenchie avec Monsieur Noah Essengue qui nous vient tout droit d'Ulm en Allemagne, qui a donc passé son année pré-draft en Europe et qui a été drafté en fin de loterie par la Chicago Bulls. Et on a notre premier intérieur de la vidéo, ça y est, on arrête les meneurs. Et on a donc un ailier fort, poste 4 sûrement pour les NBA, qui a joué parfois 5, qui a joué 4 cette année à Ulm, avec des dimensions très intéressantes, 2m08, 2m15 d'envergure, un profil physique tout à fait prêt pour la NBA, sans doute un petit peu léger, 87 kg, on va y venir juste après, et surtout le joueur ou le deuxième joueur, je ne sais plus, le plus jeune de cette QV, en tout cas voilà, un Noah Essengue très intéressant. Et regardons un petit peu les chiffres de sa saison à Ulm et on peut voir un profil totalement différent de Jeremiah Fears et les Gordemin avec seulement 19% d'usage. Donc on est vraiment sur un volume de role-player, un volume de joueurs en bout de chaîne qui termine les actions, qui n'est pas là pour les accentuer ou pour créer les décalages. Et aussi un joueur qui n'est pas encore viable à 3 points, 27% pour sa saison à Ulm, 70% au lancer franc. Mais on voit des chiffres défensifs beaucoup plus intéressants car c'est sans doute là qu'est sa vraie valeur, sa carte d'entrée, la raison pour laquelle il a été drafté en numéro 12 par le Chicago Bulls, c'est sa polyvalence défensive. En effet, pour certains, il a un gros potentiel de défenseur de switch, donc capable de défendre sur des joueurs plus petits que lui, plus rapides, et aussi sur des joueurs, donc comme il fait 2m08 de sa taille, voire un peu plus grand. Moi je ne serais pas aussi optimiste que ça pour le moment, il risque sans doute de l'être à l'avenir, en tout cas on lui souhaite, mais pour le moment je pense qu'il est encore un petit peu léger et surtout je trouve qu'il a encore un petit peu de mal avec les défenseurs plus petits au centre de gravité plus bas, il a du mal à les contenir etc, il fait surtout encore trop de fautes, donc il a encore du progrès à faire là-dessus, mais ce que j'aime surtout avec Noah Essengue, c'est sa capacité à terminer les actions et à les conclure. J'aime beaucoup le rôle qu'il avait à Ulm, il était vraiment parfait pour lui. On le voit ici directement. Hop, donc là, le drive qui est très bien freiné par le défenseur. Hop, et l'attaquant qui est forcément contenu par le grand pivot qui écarte bien les bras, bien protecteur de panier. Il est là. Et il doit faire une passe. Derrière, on a les 3 joueurs de Ulm qui sont derrière la ligne à 3 points et qui attendent que la balle arrive. Et on a un Noah Essengue qui est situé dans le coude droit de la raquette, donc qui est prêt à couper. Et c'est là où il a son intelligence de jeu. C'est qu'il a le profil intéressant pour couper, pour terminer les actions avec un profil athlétique et surtout 2m15 d'envergure. Donc il peut aller dunker dans des situations
un peu plus compliqué, comme on voit ici, avec une raquette qui est bien fermée par 3-4 joueurs autour de cette dernière. Et il vient couper derrière son défenseur, puisque toute la défense a les yeux rivés sur le ballon. Le timing est bon, la réalisation est bonne, hop, il est parfaitement servi. Et derrière, il a l'avantage de taille, l'avantage de temps aussi, pour terminer et pour conclure au dunk. Donc un très bon joueur de cut. Et ici, on le voit cette fois-ci off-ball, qui vient de réaliser un pin down. Donc lui, il vient de faire un écran Noah Essengue pour un shooter qui vient de remonter. Les deux défenseurs qui montent sur le shooter, ce qui fait qu'Essengue est seul sous le panier. Et là, il pourrait vouloir terminer au panier, utiliser sa taille. Et contrairement à tout à l'heure, il n'a pas l'avance, il n'a pas de l'élan pour essayer de lui dunker par-dessus ou pour utiliser un quelconque avantage. Et il va magnifiquement servir son partenaire. Hop, pour une action très bien sentie. On va le remettre ici. Hop. Ici, il va voir donc le cut qui était quasiment le même que celui de Noah Essengue tout à l'heure. Très bien servi, donc on n'est pas du tout sur un joueur selfish. Je ne sais pas pourquoi j'ai le mot en anglais, donc égoïste. Voilà, un vrai joueur d'équipe capable de terminer des actions. Je pense que ça va être là sa vraie valeur pour le moment en NBA. Et terminons maintenant cette vidéo avec le profil le plus méconnu de cette liste, puisqu'on va parler de Chaz Lanier, drafté en 37e position au second tour par les Detroit Pistons. J'ai décidé en tant que fan de la franchise de me pencher sur son profil. Et on est sur un joueur totalement différent, contrairement aux 3 premiers qu'on a eus. Déjà en termes d'âge, on est sur un joueur qui a atteint les 23 ans, qui a terminé son cursus universitaire du côté de Tennessee et qui est un formidable shooter, le meilleur shooter de cet épisode de très très loin. Et ça va déjà se voir dans les chiffres du côté de Tennessee. Chaz Lanier, là, il est en bas. Il est sous le panier, on nous voit qu'il a les 2 écrans à prendre pour remonter. Ici, hop, en sortie de dribble, et le shoot, il est beau, il est propre, à mi-distance. Il est parfait. Et c'est surtout, au-delà d'être un shooter, un excellent shooter à 3 points, je trouve que c'est un catch and shooter, surtout en sortie d'écran, de très haut niveau. Ici, il a l'action qui est faite pour lui, le système qui est pour lui. Donc un stagger avec 2 écrans en sortie d'écran pour qu'il puisse remonter en tête de raquette. Hop, ici, il a le défenseur qui remonte sur lui. Donc il avait une possibilité de passe, mais là on la voit avec le numéro 18. Mais il prend le shoot, c'est un shooter, il se pose pas de questions. Le système est fait pour lui, il le prend. Et c'est dedans. Et il a aussi la distance. Alors celle-là je l'aime beaucoup, il se pose vraiment aucune question. Donc là on a le système qui est fait pour lui en sortie d'écran. Donc on a le temps, c'est pas une situation pour gagner le match puisqu'il reste encore 7 minutes 58 en deuxième mi-temps. Mais le système est fait pour lui, pour qu'il soit, je sais pas, peut-être 2-3 mètres derrière la ligne. Et là derrière ça rentre. Un excellent shooter. Hop. Et là on va le voir à nouveau dans son jardin, dans sa zone. Cette sorte de long mi-distance. Bon, j'espère qu'il en fera pas des centaines comme celle-là en NBA, autant qu'il se recule à 3 points. Mais c'est son jardin ici. Dans le coude, ici, sortie d'écran. Hop, à nouveau, et là on le voit, la mécanique elle est rapide, elle est fluide, elle part vraiment au niveau du poignet. Et voilà, avec Chaz Lanier, on a un joueur qui ne va pas chambouler la NBA, que je juge sans doute pas encore prêt. J'ai du mal à le voir vraiment avoir beaucoup de minutes. Il est encore trop unidimensionnel pour moi. Mais en tout cas, je lui souhaite vraiment de réussir à Détroit. J'espère me tromper. Parce que voilà, si le shoot rentre, et surtout avec une très grande efficacité, ça peut vraiment être un game changer pour Détroit. Et c'est ainsi sur Chaz Lanier que se conclut ce premier épisode d'un rookie, une action. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires si la vidéo vous a plu. Pourquoi pas faire derrière un deuxième épisode, on a déjà quelques idées. Et surtout, si parler des rookies vous a plu, si vous avez envie d'en apprendre encore plus, on a fait un premier épisode de notre podcast Draft and Pick disponible déjà sur la chaîne, qui est sorti juste avant cette vidéo. Et aussi disponible sur les plateformes Spotify. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. On a parlé de certains d'entre eux, dont notamment Degor, Demin,
En tout cas, voilà, c'était Enzo de la relève, c'était un plaisir et j'espère qu'on se reverra très très vite.